Si je me fais pas doubler, c'est d'abord par goût, parce que j'aime bien le sport. Je trouve que c'est pas agréable quand on joue un rôle. Si par exemple il faut se pendre en haut d'un building, que ce soit un autre qui le fasse à ma place, parce qu'à ce moment-là, je reste sur un fauteuil et je m'ennuie énormément. Et en plus, comme je me sens capable de le faire, autant le faire moi-même. Et puis, je crois que si on veut se faire doubler, à ce moment-là, il vaut mieux pas faire des films d'aventure, on tourne d'autres films. Et en plus, j'ai toujours eu le goût du risque. Sur 3 premières. En revanche, sur 3 quatrièmes. Un 14B sur un première. 4B sur un deuxième. 60 ans de carrière, 3 générations de spectateurs. Jean-Paul Belmondo a tout joué, pris tous les risques. Mais au-delà de jouer la comédie, il y a l'envie pour lui de donner du plaisir aux spectateurs tout en prenant lui-même du plaisir. L'éternel trublion du conservatoire a un sens incomparable de l'humour et du spectacle. Après avoir envisagé de devenir boxeur professionnel, sa carrière débute sur les planches, dans des comédies de boulevard, avant d'être repéré par Jean-Luc Godard. À bout de souffle, en 1960, propulse sa carrière au cinéma. Il partage sa vie entre l'Italie et la France, entre le cinéma d'auteur et les grands films populaires et travaille avec les plus belles actrices de l'époque. De Ursula Andress à Raquel Welch, de Jacqueline Bisset à Sophie Marceau. L'homme d'Oriot de Philippe de Broca, Peur sur la ville d'Henri Verneuil, L'As des As de Gérard Houry ou Flic ou voyou de Georges Lautner, Belmondo, c'est une carrière jalonnée d'énormes succès, de cascades spectaculaires qu'aucun acteur avant lui n'avait réalisé à l'écran. Nous vous emmenons dans les coulisses de vos plus grands frissons de spectateurs et retraçons ses plus grands exploits. Et pour ce portrait inédit, Rémi Julienne, le roi de la cascade, l'ami de toujours de Jean-Paul Belmondo, nous a ouvert ses archives personnelles. Vous découvrirez une autre facette de Jean-Paul Belmondo, son exigence et son professionnalisme sans limite. Retour sur les années Bébel. Cette évolution vers le cinéma d'action s'est faite en plusieurs étapes, mais le déclic a lieu en 1964 lorsqu'il tourne L'Homme d'Oriot. Il fait la connaissance de Gilles Delamarre qui le pousse à faire ses propres cascades. Peut-être que je ne le ferais pas pour un autre film si je ne m'entendais pas comme je m'entendais avec les gens dans ce film. Là, de l'opérateur jusqu'au metteur en scène de Broca, on s'entendait comme larron en foire. Et il y avait un enthousiasme qui se dégageait de toute l'équipe. Alors j'étais un peu porté, je veux dire, en faisant ça, on ne pensait pas à se dire ah, ça c'est très dur, ça va être très dangereux. Et les gens autour de moi n'étaient pas non plus à me faire des têtes, à se dire c'est terrible ce que tu vas faire. Et tout ça venait normalement. Après le triomphe de L'Homme d'Oriot, Jean-Paul Belmondo continue de varier les rôles en travaillant avec Louis Malle sur Le Voleur, Gérard Houry sur Le Cerveau ou avec Henri Verneuil sur Le Casse. Mais plusieurs échecs lui font prendre conscience des attentes du public. Il y a des rôles aussi où les gens ne vous acceptent pas. Par exemple, quand j'ai fait la Sirène du Mississippi, qui était un style complètement différent de ce que j'avais fait ces dernières années. Et je voyais les gens, enfin je ne parle pas si le film était réussi ou pas, même, mais j'ai des gens qui me disaient « Ah non, vous laissez martyriser comme ça, sans réaction, ça va pas aller. » Et par exemple, j'ai un film que j'aimais beaucoup aussi, c'est Le Voleur, mais Le Voleur, je jouais un personnage comme ça qui était un peu retiré de la vie et qui ne vivait que pour le vol et hors de la société, mais retiré de tout. Et j'ai eu de très mauvaises critiques là-dedans où on disait « Je m'ennuie ». C'est-à-dire, je pense que quand brusquement je ne fais plus rien, que je suis plus vraiment vivant sur un écran, les gens pensent que je m'ennuie. C'est aussi une chose qui m'a frappé. J'ai quand même fait maintenant 48 films et à chaque fois que j'ai été dans ce genre de rôle, j'ai remarqué que les gens pensent que je m'ennuie, ce qui est faux. Il tente encore de varier les personnages, comme dans L'Héritier de Philippe Labro, et décide pour son premier film en tant que producteur de travailler avec Alain Resnais. Mais Stavisky sera considéré à l'époque comme un échec commercial et artistique. L'échec. Ce genre de film, c'est dommage si l'acteur ne fait pas les choses lui-même, parce que d'un coup, vous êtes en gros plan avec le personnage, et quand il part sur des toits où vous le perdez, tandis que là, avec Verneuil, on reste avec le personnage tout le temps, donc on a peur pour lui. Je parle du personnage, pas pour l'acteur, du personnage. Il y a un moment extrêmement grave quand vous allez dire moteur et partez, et que vous voyez tous ces engins qui sont lancés. Bien entendu, tous les risques sont calculés, car tout a été d'abord à 10 à l'heure essayé, puis à 15, puis à 20, puis à 30, puis à 40. Et c'est quand Belmondo lui-même a senti son équilibre au-dessus de ce métro que nous allons jusqu'à 70 à l'heure. Bon, nous sommes prêts, bien entendu, à couper le courant à tout instant. Mais il y a quand même de grands moments
de suspense, pas seulement pour le spectateur après, mais pour nous pendant le tournage, car un malaise peut toujours arriver à quelqu'un, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Deuxième. Bien accroché au balcon, là. Écarté pour regarder la fenêtre. Là. Parfait. Tournez avec le véritable acteur, sans trucage. Vous allez jusqu'au bout des forces humaines, ce qu'un homme peut faire, mais vous n'allez plus au-delà. Vous ne pouvez pas aller au-delà, car c'est quand même un homme, l'acteur, qui exécute la cascade. Alors, vous restez dans le crédible. Vous restez dans des scènes qui sont dangereuses. Il faut une force athlétique, et Jean-Paul Belmondo a cette force athlétique, il peut le faire, mais on ne va pas dans la folie. Dans Peur sur la ville, Belmondo qui descend de l'hélicoptère au bout d'un filin, j'allais dire c'est simple pour l'acteur, c'est simple pour Belmondo. Belmondo est un athlète, il ne sait pas ce que c'est que le vertige, il ne se fait jamais doubler, donc à partir de ce moment-là, vous vous dites, le metteur en scène n'a plus de problème. Eh bien, oui, il a des problèmes. Vous voyez que le filin descend, il ne vous fait pas descendre plus de 7 mètres, ce qui fait que Belmondo n'arrivera jamais à la hauteur de la fenêtre. Il a fallu donc prendre le même filin, construire une grue au sommet de l'immeuble, et avec le même filin, continuer la descente de Belmondo pour que le spectateur ait l'impression qu'il descend de l'hélicoptère. Quand vous vous retrouvez là au-dessus, vous avez un petit pincement ou pas du tout? Non, la première prise, parce qu'on entend des grincements, on a l'impression que le câble va craquer, et puis quand on sait qu'il ne va pas craquer, on n'a plus peur, enfin on le fait facilement. Vous avez en face de vous, pendant que vous pendez, un grand spécialiste, vous avez Carlier, est-ce que la présence d'un technicien de la cascade aide? Ah ouais, c'est sûr, tous les films que je fais, je les fais avec mon ami Carliès, dont j'en tiens confiance, et avec son ami Vérité, Daniel Vérité, qui sont deux très bons cascadeurs, et qui, quand ils me disent tu peux te pendre, j'y vais, il n'y a pas de problème. Ils me connaissent bien et je les connais bien, donc on travaille en équipe sans appréhension. Ils savent ce que je peux faire, et moi je sais que s'ils me disent c'est solide,